ou de défendre les intérêts du pays en bon père de famille sont les principaux responsables. Un homme d'affaires, comme j'ai l'habitude de le dire, reste un homme d'affaires. Si vous lui donnez 100%, il prendra 100%. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nos autorités ont souvent négocié en parfaite connaissance de cause et en violation des règles qu'ils s'étaient jurés de respecter, notamment de la loi et de la Constitution. Et c'est pourquoi je reviendrai sur cet aspect-là, il y aura des suites. Donc je voudrais dire que nous ne sommes pas là pour jeter l'opprobre ou indexer une structure particulière. Et tous nos partenaires, jusqu'au moment où je parle, en tout cas, ont été souvent très collaboratifs, ce qui nous a permis d'aboutir à des accords et d'éviter les contentieux longs, lourds et inutiles. Donc si je cite des structures, ce n'est pas pour les désigner comme responsables de la situation. Donc je disais tantôt que dès notre arrivée, sur ces contrats et ces conventions qui ont été signés durant cette période critique, des actes avaient été posés et des décrets avaient été retirés, rappelés par le président de la République, notamment sur des concessions dans le secteur de la téléphonie, dans le secteur du dessalement de l'eau de mer et dans le secteur de la cimenterie. Des conventions signées, souvent après l'élection présidentielle, à la va-vite et qui ont été faites dans la plus grande opacité, mais surtout au détriment des intérêts du Sénégal. Et c'était pratiquement un bon début, le lancement de cette initiative de renégocier, de relire et de négocier les contrats. J'ai mis donc en place ce comité qui n'a pas de limite dans ses compétences relativement au domaine qu'il doit examiner. Tous les domaines de la gestion publique peuvent être examinés, réexaminés par ce comité et en tirer toutes les conséquences. Ce comité a travaillé sur beaucoup de thématiques et comme je l'ai dit, on va revenir sur ces thématiques. Le comité a travaillé d'abord sur le secteur minier. Le secteur minier est un secteur à problème. C'est un secteur où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, comme on le sait. Et le comité a prioritairement travaillé sur ce secteur et a examiné les contrats et les conventions signés avec un certain nombre de structures. La première d'entre elles, c'est les industries chimiques du Sénégal, les ICS. Le comité a travaillé à examiner cette convention et parallèlement, il y a eu une mission d'inspection de l'inspection générale d'État qui a abouti quasiment aux mêmes conclusions que celles du comité. À la différence que le comité a travaillé à identifier les manquements, à les chiffrer particulièrement avant de proposer des axes de renégociation. Les constats qui ont été établis, c'est que durant tout le temps de ce contrat, le Sénégal a été lésé gravement et le manque à gagner a été chiffré à 1075,9 milliards. Je n'irai pas dans le détail des types d'infractions ou de manquements constatés, mais entre autres, nous pouvons relever le non-paiement des taxes et redevances, pourtant dues, parce qu'il y a eu des exonérations fiscales qui ont été allouées à cette entreprise sur des bases légales inexistantes, de la simple volonté d'un ministre qui se lève et qui signe un pacte avec la société pour l'exonérer. Je rappelle qu'au Sénégal,
Et peut-être, comme partout dans le monde, l'exonération ne peut découler que de la loi, et uniquement de la loi. Et même dans ce schéma-là, les redevances n'étaient pas concernées. Et tout ceci constitue des manques à gagner substantiels. Aussi bien pour les avantages fiscaux et douaniers indus, mais également, il y a eu des opérations qui ont privé l'État du Sénégal de sa participation dans ces sociétés, sur des bases erronées et fausses. Peut-être que de manière beaucoup plus ponctuelle, nous aurons le temps, les ministères sectoriels auront le temps de revenir sur ces questions de manière détaillée, mais l'État du Sénégal était actionnaire, est passé presque d'actionnaire unique, en tout cas principal, à être totalement expulsé de l'actionnariat pour revenir se faire réattribuer une participation de 15%. Ceci a généré également un manque à gagner qui a été chiffré. Il y a eu des abandons de créances que rien ne justifiait au profit de l'entreprise par l'État du Sénégal également. Tout ceci a été évalué à 1075 milliards sur la période couverte par l'examen. Nous avons demandé d'en tirer toutes les conséquences. Pour les redevances, à hauteur de 200 et quelques milliards, nous avions demandé au ministère de l'Énergie, qui a fait le nécessaire, que cela soit notifié à l'entreprise, et des mesures conservatoires avaient été même prises, allant dans le sens de bloquer les comptes de l'entreprise et de l'obliger à payer ce qui est dû à l'État du Sénégal. Nous avons décidé également de résilier. Ce ne sont même pas des résiliations, puisque les concessions étaient arrivées à terme. Et j'avais demandé à M. le ministre de notifier aux ICS notre décision de ne pas renouveler aussi bien les concessions minières, les 3 concessions minières, que la convention d'établissement pour l'industrie. Ce que nous voulons désormais dans ce secteur, c'est de reprendre l'ensemble des actifs, de définir par nous-mêmes ce que nous voulons de nos phosphates, et c'est déjà fait. Nos phosphates doivent servir d'abord au Sénégal et aux Sénégalais, à son agriculture, mais également dans des projections beaucoup plus ambitieuses à tous les usages possibles, notamment pouvant aller jusqu'à la production de batteries, LFP comme on les appelle. C'est ça les décisions que nous avons prises par rapport à ce secteur, de reprendre tous nos actifs, de définir ce que nous voulons. Pour la production d'engrais, il est clair que les options, c'est d'aller vers des engrais sur mesure, d'abord pour notre consommation nationale, puisque nous ne fournissons pas suffisamment d'engrais, en tout cas ni en quantité ni en qualité pour notre agriculture, mais également en visant le marché sous-régional. Notre ambition, c'est de devenir le premier sur le marché sous-régional qui exporte plus de 3 millions de tonnes d'engrais par an. Ensuite, il y a le secteur des cimenteries. Le travail a été fait. Je vous ai dit tantôt à l'introduction que parmi les conventions qui ont été signées durant cette période critique, figurait une convention pour une cimenterie dont le décret a été rapporté. Mais le comité s'est penché sur le cas des cimenteries et a abouti à des constats sur les manques à gagner qui sont extrêmement importants, notamment pour la première cimenterie 160 milliards, la seconde 148, la troisième 63 et la quatrième 47 milliards. Pour pratiquement les mêmes raisons, non-paiement des taxes et redevances, des avantages fiscaux et douaniers qui ne sont pas dus, parce que des exonérations leur ont été allouées dans les mêmes conditions. La décision qui a été prise ici, c'est
de réaligner l'ensemble de ces cimenteries au bon régime fiscal et douanier, notamment le code de 2016, mais certainement le nouveau code qu'on est en train de finaliser, qui consisterait à enlever toutes les exonérations concernant ce secteur. Et cela nous permettrait d'escompter des gains annuels de 360 milliards supplémentaires additionnels sur ce secteur des cimenteries. Il y a d'autres secteurs miniers, tels que le secteur de l'Atapulgite, avec des sociétés dont je ne citerai pas dans le détail le nom, où on a relevé des manques à gagner substantiels qui tournent autour de 4 milliards. Le secteur des hydrocarbures vient après. Ce secteur est en cours d'examen. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires. Il y a d'abord le bloc de GTA, Grande Tortue, que nous partageons avec nos amis et frères de la Mauritanie. Ce bloc, comme vous le savez, qui est un bloc gazier, a débuté son exploitation depuis l'année dernière. Nous considérons que, sans pour autant aller dans le détail, les contrats qui ont été signés sont des contrats léonins, que nous ambitionnons de discuter dans le fond. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, dans le document qui sera publié, nous vous donnerons tous les détails sur ce que rapportera sur les 20 prochaines années chacun de ces blocs et ce que le Sénégal va gagner dans cette exploitation. Vous serez vous-même surpris. Parce que quand on parle de 40 milliards de dollars ou plus, et que le Sénégal ne puisse même pas avoir 800 milliards de dollars sur la même période, vous ne pourrez pas nous dire que nous gagnons quelque chose. C'est quasiment du dol, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, sur ce bloc, nous envisageons d'engager les discussions. Mais en attendant, la priorité pour nous, c'est l'approvisionnement de nos besoins locaux à partir de ce bloc en gaz naturel. Les discussions sont en bonne voie et ceci est conforme au CRPP, au contrat de recherche et de partage de production, qui est très clair sur ces clauses-là. Le Sénégal a le droit, autant que de besoins, pour couvrir ses besoins du moins, a le droit de demander de manière préemptive à être approvisionné. Il y a ensuite le bloc de Yakar Teranga, qui est un bloc à 100% sénégalais. Un bloc extrêmement prometteur qui, à lui seul, devrait nous permettre de... Avant d'aller à Yakar Teranga, je voudrais dire que l'opération qui consiste à demander à GTA de nous approvisionner pour notre marché local en gaz devra nous permettre d'engager un gain projeté de 940 milliards sur la période 2025-2040 et des gains fiscaux de 1090 milliards. C'est vous dire donc l'importance de ces renégociations pour nos finances publiques, mais également pour notre économie. Parce qu'en plus de ça, ça nous permet de distribuer le gaz avec le réseau gazier sénégalais à toutes les entreprises qui en ont besoin et surtout les industries, de pouvoir soutenir notre politique industrielle d'industrialisation du Sénégal, mais également de casser le prix du gaz domestique, surtout avec le gaz associé de Sangomar. Pour Yakar Teranga, je disais donc que nous avons commencé les discussions et
nous sommes à la phase finale de ces discussions. Yaka Teranga fait partie de ceux qui ont bénéficié de ces renouvellements de contrats durant cette phase, cette période critique. Parce que son dernier renouvellement date de mars 2024, c'est-à-dire le mois de l'élection présidentielle. Nous avons suffisamment d'outils et de bases, puisque les engagements n'ont pas été respectés, mais les discussions se font de manière consensuelle et nous sommes entendus pour que le Sénégal puisse reprendre ce bloc dans les semaines à venir, sans avoir à débourser un seul franc, et selon la stratégie que nous avons adoptée. Nous avons adopté une stratégie qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien pour le phosphate, pour le gaz, pour le pétrole, nous ne sommes plus dans une logique de signer des concessions à des partenaires et puis de se donner rendez-vous dans 25 ans. Nous développons une stratégie qui tienne compte de nos aspirations en termes de développement, en termes de consommation. Et ensuite seulement, nous trouverons le partenaire qui acceptera de s'inscrire dans cette stratégie-là. Peut-être le directeur général de Petrosen et le ministre reviendront ultérieurement dans notre rencontre sur cette stratégie, mais c'est aujourd'hui ça l'option que nous voulons. Pour tous ces blocs, et pour beaucoup d'autres, parce que depuis qu'on est là, nous avons eu à résilier pas mal de blocs pétroliers. Le bloc de Diender, que nous avons résilié, le bloc de Differ Offshore, le bloc de Kayar Offshore Profond. Lui, je dis qu'on va le reprendre dans quelques jours, c'est celui de Yaka Teranga. Le bloc de Kayar Offshore peu profond, le bloc de Saint-Louis Offshore peu profond, le bloc de Rufus Offshore, tous ces blocs ont été résiliés depuis que nous sommes là, sous la conduite de M. le ministre de l'Énergie et le directeur général de Petrosen. Nous sommes en train aussi de discuter dans le sens du redimensionnement des blocs. Je le disais quand on était dans l'opposition, les périmètres étaient trop vastes et trop grands. Et ce n'était pas conforme aux meilleurs standards internationaux. Le ministre est en train d'y travailler et nous pensons pouvoir finaliser, aller dans ce sens-là pour redimensionner les stocks, les périmètres, avoir la possibilité de plus de partenaires et donc de plus de gains partagés pour notre pays et pour ses partenaires. Sur ces questions, il y a des responsabilités également, je le disais tantôt. Parce que sur le secteur du pétrole et du gaz, ce qui s'est fait est particulièrement grave. Nous en avions parlé et tout ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle se trouve dans cet ouvrage que moi-même j'avais publié en 2016 à Paris, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, que nous avions présenté avec nos amis de Paris en 2016. Le ministre me dit que cet ouvrage, je le lis tous les jours. Tous les actes qu'on est en train de poser, tout ce qu'on a dit était déjà écrit dans cet ouvrage. Il faut que les responsabilités soient situées. Si vous prenez les deux blocs qui sont en cours d'exploitation, notamment Yaka Teranga, qui est GTA qui est en cours d'exploitation, et Yaka Teranga, pour lequel au moins nous savons qu'il y a une partie des réserves qui sont aujourd'hui prouvées à hauteur de 2,7 ou 3 TCF. Ces blocs font partie de ceux qui m'ont motivé à écrire ce livre. Et nous avions parlé à l'époque d'un rapport que l'IG avait produit et qui avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer le décret qui venait approuver la Convention.
ce rapport avait été retiré du circuit. Un rapport de l'inspection générale d'État qui disparaît du circuit. Et heureusement, fort heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays, et un de ces patriotes avait par devers lui son exemplaire de ce rapport, et je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Il s'agit de ce rapport de l'IGE. Ce rapport avait clairement dit qu'il ne fallait pas